Très bien. Alors, le temps passe. Avant de passer au débat avec vous tous, euh, euh, projetons-nous encore un petit peu plus dans l'avenir, en soulevant ces questions toujours des relations entre l'infrastructure et les véhicules. Bon, ça a été rappelé aussi, et c'est l'un des sujets que soulève l'étude MIR. La route, c'est un produit, si j'ose dire, qui se gère avec lenteur. C'est une infrastructure lourde. Bon, les autres infrastructures le sont aussi d'ailleurs, mais peut-être encore plus que la route, je pense au ferroviaire. Comment avoir une visibilité pour l'infrastructure routière sur le modèle économique à venir? Quels investissements faut-il démarrer d'ores et déjà? Est-ce que ce sont des vraies questions que se posent, je pense, les acteurs de la route? Donc, finalement, quelle est votre vision en vous projetant dans un avenir? Alors, généralement, quand on parle d'avenir, il y a une étape à 2030 et puis une autre à 2050. Celle de 2050 paraît tellement lointaine qu'on va peut-être la laisser de côté. Mais bon, Madame la Ministre, quelles sont finalement les priorités par c'est rapport Philippe Duron, là, qui sait, lui. à cet avenir? Philippe Duron, là, il fait semblant de regarder son Philippe, portable. Il va en parler après, il va en parler en Philippe conclusion. Duron qui sait. Et finalement, question annexe, quels seront les rôles respectifs, ou quels devraient être les rôles respectifs des grands acteurs, l'État, les collectivités et autres? Ça, c'est une question pour Philippe. Mais moi, ce que j'attendrais du Parlement, c'est de fixer un certain nombre de critères clés sur les choix. Par exemple, vous voyez, sur l'histoire 5G ou pas 5G, moi je suis agnostique sur 5G ou pas 5G. Mais j'aimerais bien qu'on me donne les critères. Et par exemple, est-ce qu'on prend comme critère qu'est-ce qui sera le plus efficient en termes de sécurité? Ou est-ce qu'on prend comme critère qu'est-ce qui serait le plus intéressant en termes de souveraineté numérique de l'Europe? C'est pas forcément exactement la même chose. Donc moi, c'est ça que j'attends du Parlement. Parce que ça, ce sont des choix politiques. Bon. Je voudrais dire autre chose qui facilite pas la réponse à votre question, c'est que tout ce qu'on a dit là, ça va absolument contre le principe d'universalité de la route. D'ailleurs, je dois vous dire, moi, que j'ai découvert ce matin le principe d'universalité de la route, alors même que je suis quand même un vieux singe dans le milieu, bon, parce que tout ce qu'on a dit, c'est que quand même, quand bien même ce principe existerait, bon, comme dit Roland, c'est la pertinence. Moi, je parle des voies au pluriel. Bon, notre ami du Perche, lui-même, a différents types de voies à l'intérieur même du Perche. Donc, c'est dire l'universalité est remise en cause. Bon. Et donc, ça ne facilite pas la réponse sur quelle priorité d'investissement. Mais c'est quand même ça la réalité. Puis, je voudrais dire un dernier mot sur une priorité dont je sais qu'on la partage, mais qui n'a pas forcément été évoquée en tant que telle. Je pense qu'il y a une assez grande priorité qui est de lutter contre l'autosolisme. Bon. Ça, c'est une priorité qui est à la fois économique, parce que c'est quand même un gâchis de capital absolument incroyable, écologique, et puis dans beaucoup d'endroits, c'est la congestion. Bon. Donc entre le problème social dans les zones peu denses et le problème tout simplement de vie, enfin de congestion, c'est à la fois de la pollution, mais c'est surtout du temps perdu, etc. Bon. Voilà. Et donc, en fait, pour lutter contre l'autosolisme, comme on ne va pas forcer les gens à s'entasser dans les voitures, bon, il y a deux moyens, hein, il y a le prix, il y a l'espace. Bon, alors malheureusement, en France, on n'est pas tellement parti pour faire du pricing, ce qui est un peu bizarre parce que partout ailleurs, on en fait. Bon, mais voilà, parce que les voitures, qu'elles soient autonomes, connectées ou pas, je veux dire, elles occupent le même espace. Bon. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment un sujet considérable, cette histoire d'autosolisme. Effectivement, à New York, par exemple, on a vu qu'avec l'arrivée de VTC hyper connectés, c'était pire qu'avant, au point de vue congestion. Bon. Et donc, ça peut très bien, selon l'usage qu'on en fait, ces nouveaux véhicules et ce nouveau usage des véhicules, ça peut être tout à fait bien, mais ça peut être aussi absolument cata
du point de vue de la congestion. Ça peut être pas mal du point de vue électrique, en tout cas dans les pays où on a des modes de production d'électricité à peu près convenables. Bon. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'autosolisme? Alors, soit on fait du pricing, mais apparemment on n'en prend pas le chemin en France, donc puisque apparemment on n'est pas parti pour utiliser des modalités d'usage de l'espace quand on roule, alors qu'on trouve ça tout à fait normal quand on ne roule pas. Enfin bon, apparemment il y a une grande différence entre l'usage de la route quand on roule, qui est gratuit, et l'usage de la route quand on ne roule pas, qui lui est payant. Donc c'est particulier, c'est bizarre comme critère de distinction, même du point de vue du principe de fixation des taxes, redevances, etc. Bon, enfin bon, such is life, hein, et peut-être qu'on changera de couleur et qu'on passera de certaines couleurs à d'autres d'ici quelques années. Bon, moi, ça me rappelle un peu le débat sur les amendes de stationnement. Bon, on a mis 20 ans, 25 ans. Hein, c'était à l'époque où tu m'offrais des vélos, là, dans les années 90. Bon, on pensait déjà... Voilà, absolument. On pensait déjà à ça. Et puis ça a mis plusieurs décennies. Donc je pense que le pricing des véhicules roulants, ça prendra plusieurs décennies. Puis il faudra espérer que juste à ce moment-là, il n'y ait pas de mouvement, quelle qu'en soit la couleur. Bon. Donc il y a soit le pricing, soit des restrictions de voirie. Et là encore, des restrictions ou des avantages de voirie. Bon. Dès les années 70, moi, je me souviens, mes premiers voyages en Californie, c'était absolument génial. Il y avait des routes des voies réservées. Alors même qu'il n'y avait pas encore les systèmes de photos comme on a maintenant, pour le covoiturage, un peu comme... Avec une technique très simple. Avec des techniques très simples. Bon, voilà, on inverse. Bon. Et donc, je pense que ce n'est pas simplement un petit sujet comme ça. Hein. Je crois que c'est un vrai gros sujet, et sur lequel, effectivement, l'organisation physique des voies va jouer un rôle... assez important. Et c'est tout ce genre de choses pour lesquelles la LOM va donner des outils ou pas aux collectivités locales. Bon, tout ça, c'était pour refiler le micro à Philippe, parce que l'homme des priorités, on sait qui c'est en France. Hein. Philippe voudrait dire un mot maintenant. Merci. Écoutez, Madame la Ministre, chère Anne-Marie, on n'a pas beaucoup travaillé sur les problématiques de la voiture autonome au COI, parce que on s'est reporté sur la mission qui vous était confiée. Hein. Mais ce sur quoi on peut se retrouver, c'est de dire que la problématique de la route, c'est une problématique d'abord d'entretien et de modernisation. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Damien tout à l'heure, hein, on a une infrastructure, des chaussées, des ouvrages qui se dégradent, on l'a mesuré avec des indicateurs depuis un certain nombre d'années, et que ça pose des problèmes, j'allais dire, de sécurité déjà dès aujourd'hui, et que ça posera des problèmes d'usage demain lorsqu'on aura des véhicules qui, comme vous l'avez dit, ont besoin d'avoir une surface qui soit impeccable et un marquage qui soit lui aussi lisible. Or, on sait que les défauts de marquage sur les routes françaises sont relativement importants. J'avais une statistique en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est 40% de défauts sur le marquage, hein, donc c'est beaucoup pour permettre un usage universel hein, de la route par les voitures autonomes, par les voitures connectées, par toute une série d'usages nouveaux. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais je crois que l'intérêt du travail qui a été fait aussi par le groupe qui s'est constitué autour de ce projet MIR, c'est effectivement de réfléchir à ce qui est important. Et puis je dirais une dernière chose. J'ai entendu dans le débat au Sénat une suggestion, un amendement intéressant fait par Olivier Jacquin, qui est là et que je salue, hein, et qui proposait de mettre en œuvre une règle d'or pour l'entretien des voiries, des chaussées, et qui serait un peu une règle d'or inversée. La règle d'or, c'est pour ne pas aller au-delà d'un certain niveau de dépenses soutenables. La règle d'or d'Olivier Jacquin, ce serait plutôt le contraire. Ce serait de dire quel est le niveau en dessous duquel on n'est pas autorisé à descendre en matière de crédit d'entretien et de régénération routière. Et ça peut être aussi quelque chose tout à fait pertinent, à la fois pour les routes nationales non concédées, mais également pour les chemins de fer, également, bien sûr. Hein. Donc, on a encore à travailler sur ces sujets, mais je suis convaincu que
d'ici 1 ou 2 ans, dans un petit déjeuner qui fera le point sur ces questions, eh bien, on aura beaucoup avancé. Autorisé par Bercy en particulier, hein, dans ce sens-là. Roland Ries, donc sur cette prospective et votre vision d'un avenir radieux, proche et de préférence radieux. Oui, vaste sujet. Moi, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais en prolongeant la réflexion. Anne-Marie Idrac parlait tout à l'heure de la lutte contre l'autosolisme. Ça fait longtemps qu'on lutte contre l'autosolisme. Le résultat n'est pas très brillant quand même. Hein. À un moment donné, on était en moyenne nationale française à 1,2 personnes, êtres humains, à bord des véhicules, en moyenne. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1,04. C'est-à-dire qu'en réalité, on est très proche de... Oui, j'ai vu ce chiffre-là. J'ai vu ce chiffre-là, je n'ai pas inventé. Donc, en réalité, le phénomène continue. C'est-à-dire qu'on est dans pratiquement un être humain, une voiture, quoi, en gros. Et ça, c'est redoutable parce que les véhicules qui roulent avec 2 ou 3 ou 4 personnes à bord ou qui roulent avec 1,04, c'est pareil, en consommation d'énergie, en pollution, etc. Donc, remplir un peu plus les véhicules circulants doit rester un objectif, mais c'est pas facile à faire parce que évidemment, il y a 36 raisons pour lesquelles ça ne marche pas, parce que les horaires de travail, parce que ceci, parce que cela. C'est toujours plus simple d'avoir sa propre voiture devant chez soi, ou devant son bureau, ou devant son magasin, plutôt que d'être obligé de faire de l'intermodalité. Et pourtant, c'est le rôle des autorités organisatrices. C'est ça que je voulais dire. Des autorités organisatrices d'aller dans le sens de l'intérêt général. On voit bien aujourd'hui se développer un mouvement qui ne s'arrêtera pas de contestation des plus jeunes à l'égard des décisions que nous avons prises ou que nous n'avons pas prises. Moi, j'ai entendu, hein, vous avez un certain âge, en gros, je ne l'ai pas dit aussi clairement, donc une espérance de vie modeste. Nous, notre espérance de vie, les nourrissons d'aujourd'hui, c'est 100 ans, en moyenne, 100 ans. Et donc, quelle planète nous laissez-vous, quoi? Donc il y a une mise en cause réelle, et je crois qu'il faut qu'on les entende. Il faut qu'on entende cela. Des décisions d'aujourd'hui dépend peut-être notre avenir, mais surtout l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et la pire des choses, je vais vous le dire, c'est l'expression « après moi le déluge ». Après moi le déluge. Tant pis, ils se débrouilleront, ou il y aura des progrès technologiques qui feront que c'est pas sûr, quoi. Le pire n'est jamais sûr, mais le mieux non plus. Donc je crois que la responsabilité qui est la nôtre, et de ce point de vue, moi j'ai souscrit un des premiers là, à Strasbourg, la charte des droits de l'humanité de Corinne Lepage, et enfin beaucoup d'autres maintenant. Notre responsabilité est engagée pour les 50 ans ou les 100 ans à venir. Et les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas aujourd'hui, elles nous engagent. Enfin, c'est notre responsabilité de le faire. Excusez-moi de terminer là-dessus, mais c'est un sujet qui me paraît important. Surtout plus après moi le déluge. Ou, sous une autre forme, encore un instant, monsieur le bourreau. Vivons encore sur les logiques anciennes aussi longtemps qu'on peut le faire. Si c'est que 10 ans ou 15 ans, tant pis pour la suite. Mais je ne suis évidemment pas sur cette idée, ces orientations. Monsieur le maire, que faut-il faire alors Je crois qu'il faut être courageux. En particulier sur notre sujet. Parce que c'est un débat tellement général et tellement essentiel, mais concrètement, le sujet qui nous anime aujourd'hui, qu'est-ce doit faire les nouvelles mobilités il faut être courageux. Moi, je pense que quand j'entends certains dire je suis contre l'écologie punitive, ça veut dire quoi?
Bien sûr qu'il faut mettre des restrictions, bien sûr qu'il faut mettre des règles. C'est notre rôle à nous, collectivités publiques, je connais bien la personne qui a annoncé ça, je le sais bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut des règles, y compris coercitives. L'idée de liberté générale est une absurdité. Ma liberté s'arrête où commence la liberté des autres. On le sait depuis très très longtemps, ça. Donc moi, je pense qu'il faut réglementer, et c'est à nous de le faire. Aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Nous avons justement, et on terminera peut-être avec lui, un jeune député qui est, quelque part, vous avez été interpellé là. Donc vous qui en plus aimez bien la voiture, pour parler simple, et connaissez bien cet univers, c'est quoi les priorités par rapport à cet avenir? Je le disais en introduction, en 1960, on voyait la voiture de l'an 2000 comme une voiture volante. En 2010, on voit la voiture de 2050 comme tout à fait autonome. Ça paraît néanmoins un peu plus réaliste que les années 60. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place les conditions d'accès et de développement surtout de ce véhicule autonome. Il y en a plusieurs. On parlait tout à l'heure du truck platooning. Effectivement, au-delà des lois, au-delà des infrastructures, il y a un vrai problème aujourd'hui qui est le problème du business model. Quand on parle aux transporteurs et aux chargeurs, ils nous disent ouais, vous êtes gentil avec votre truck platooning, sauf que l'organisation logistique française fait que malgré tout, il faudra un chauffeur dans chaque camion et que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on fait faire à ce chauffeur-là le temps où on est en autonomie totale. Donc, au final, même les transporteurs et les chargeurs ne voient pas pour l'instant totalement l'intérêt, à part sur certaines grandes lignes en quelque sorte, du truck platooning. Donc, sur ce véhicule autonome, pour assurer ce développement, il y a le modèle économique évidemment, il y a la question de l'infrastructure. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur le 3e volet du paquet mobilité pour la Commission des affaires européennes, et on voit bien qu'il y a 2 écoles en fait, qui se distinguent, avec une première, et c'était celle du texte initial de la Commission européenne, qui nous dit que l'infrastructure est en quelque sorte une composante active, qu'on doit avoir des marquages qui soient parfaitement visibles, un réseau en parfait état, et allant même, selon les lectures juridiques qui ont été faites, mais à nous dire qu'en cas de défaillance du véhicule, le gestionnaire de réseau pouvait presque être mis en cause en fait, dans l'accident. C'était les lectures qui ont été faites de notre côté. Donc ça nécessitait une surveillance constante de chaque kilomètre de l'état du réseau routier, qui est aujourd'hui sincèrement impossible. Avec les conditions budgétaires qu'on connaît actuellement, et même au-delà de ça, même les moyens techniques que l'on a. Et puis, il y a la deuxième école, et je partage là-dessus la vision de Madame la ministre, de Madame Idrac, qui est de dire que le réseau est un support et que le véhicule doit s'adapter au réseau. Ça pose d'autres soucis. Malgré tout, on doit avoir quand même à la base un minimum d'infra, tels que, effectivement, les bandes blanches. Et c'est là qu'on pose les limites du système, parce que je ne vois pas comment, rapidement en tout cas, on arrivera à faire circuler des véhicules autonomes dans la ruralité, par exemple. Or, sur le fond, dans l'organisation vraiment de la mobilité, c'est presque dans la ruralité qu'on aurait le plus besoin de véhicules autonomes, puisque c'est là qu'il y a le plus de zones blanches de mobilité. Donc on est face à certaines problématiques qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment on va y arriver rapidement. Et en plus, il y a la question du business model où on est dans des zones peu denses et que finalement, qui va oser venir là-dessus. Donc, il y a quand même pas mal de choses au-delà de l'infra qui font que ce développement, il est encore soumis à de nombreuses questions et qu'effectivement, il convient de faire des choix. On a déjà eu l'occasion d'avoir ce débat dans Pacte. Moi, je pense aussi que la réussite du véhicule autonome, elle repose sur son acceptabilité. On a entamé les travaux dans Pacte sur le véhicule autonome, avec un sondage qui sortait. On sortait aussi un peu des quelques petits problèmes qu'il y a pu avoir aux États-Unis. Qui, au-delà de ça, quand on regarde les vidéos, le problème qui aurait eu lieu aussi avec des véhicules pas autonomes. Donc le problème n'est pas le véhicule autonome, mais bon. Des sondages qui nous disaient que les Français ne faisaient pas confiance aux véhicules autonomes. Or, si on fait en sorte de développer quelque chose et que derrière, il n'y a pas la confiance de l'usager, sur véhicule autonome, ça risque d'être quand même extrêmement compliqué. Donc, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place selon moi avant tout, c'est les conditions de sécurité nécessaires pour que le véhicule autonome puisse se déplacer en toute sécurité et que son usager
soit en parfaite confiance, en parfaite sécurité, d'où des notions d'information qu'on a intégrées dans Pacte, d'où des notions aussi de boîte noire pour que, même en cas d'incident mineur, on puisse très rapidement dire ce qui s'est passé et qu'on ait une parfaite information de nos concitoyens pour permettre à terme justement de développer ce véhicule autonome un peu partout. Donc voilà ce qui est pour moi l'avenir. Maintenant, sur toute la question entre guillemets, de l'infrastructure elle-même, hein, puisque c'est ce que vous me demandiez, sur l'accessoirisation en quelque sorte des routes, ça va être compliqué pour l'État, sincèrement, parce que d'une, on n'a pas les moyens. Alors, on parlait tout à l'heure 5G, alors notre 5G, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait au minimum, je pense, de la 4G sur tous les réseaux. Ça, c'est avant tout le rôle des opérateurs, hein, poussés par l'État, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc on n'a pas forcément les moyens. Et de deux, on doit aussi respecter la neutralité technologique et d'éventuels standards. Or, aujourd'hui, on ne sait pas encore quels sont les standards, puisque chaque constructeur développe aussi son propre système sur véhicule autonome. Donc c'est là qu'il y a besoin, et effectivement, on le disait en introduction, c'est une révolution, c'est que le dialogue qui est mis en place entre le constructeur et l'infrastructure, qui au final paraît tellement logique, mais qui se met en place, c'est une bonne chose. Parce que pour l'avenir, c'est ça la base. C'est qu'on arrive à mettre autour de la table tout le monde pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte qu'on puisse justement développer ces nouvelles technologies de mobilité sur nos routes existantes, sur notre réseau qui est quand même dans son maillage un réseau extrêmement performant.